c'est une ville qui est depuis longtemps non conformiste. Parce que la Californie est un état cosmopolite qui est un état de tolérance. De s'aider les uns les autres, de s'aimer beaucoup plus et que par l'amour on peut faire beaucoup de choses. Bienvenue sur les ondes de By Native, la communauté d'agences locales aux quatre coins du monde. Je suis Emma et avec mon petit micro, je pars à la rencontre de ces expatriés et de ces voyageurs longue durée qui ont arpenté si souvent les rues d'une ville qu'ils en connaissent désormais ses moindres recoins. Pour ce premier épisode de Raconte-moi ta ville, je vous emmène à San Francisco. Son pont légendaire, le Golden Gate, ses rues pentues et en zigzag, ses maisons victoriennes, on a tous une image de cette ville captée au détour d'un livre ou d'un film. Mais ce que l'on connaît moins, c'est San Francisco depuis l'intérieur. Et justement, pour nous parler de son ambiance, de ses habitants, de sa gastronomie et de sa vie tout simplement, j'embarque avec Fanny et Chloé à bord du vol Paris-San Francisco. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation, c'est super. On commence fort avec le premier épisode de Raconte-moi ta ville, parce que je pense que San Francisco, ça fait un peu rêver tout le monde. C'est en tout cas pour moi l'illustration parfaite de l'American Dream. Et alors du coup, j'ai tout de suite une question qui me vient en tête. Pourquoi est-ce que vous êtes partis à San Francisco ? Pourquoi dans cette ville-là et pourquoi pas dans une autre ville des États-Unis ? Parce que c'est quand même très grand. Donc voilà, pourquoi San Francisco ? Et qu'est-ce que vous êtes partis faire là-bas ? Bah écoute, je prends la parole, Emma. Pourquoi je suis partie à San Francisco ? Je suis allée aux États-Unis dans le cadre d'un échange international. D'accord. En tant que fille au père. Mon objectif, c'était bien sûr d'aller apprendre l'anglais, de découvrir le pays qui était pour moi alors inconnu et d'intégrer une famille d'accueil américaine avec qui j'avais des affinités. J'avais entendu parler de San Francisco à travers les films, à travers des séries. Pour moi, San Francisco, ça allait être une ville à ciel ouvert, assez agréable. Finalement, une ville américaine, mais qui, peut-être par choix de sécurité, allait avoir des petits rappels avec l'Europe. Je voyais San Francisco comme une ville très colorée. Dynamique, plutôt jeune, internationale, et avec une ouverture sur une baie. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui m'a motivée et attirée. Moi, j'ai habité précisément à Palo Alto, au port de San Francisco, dans la Silicon Valley. Mais la Californie fait partie de ma définition de l'American Dream. Parce que la Californie est un état cosmopolite qui est un état de tolérance et qui est défini par une mixité de population et où la nature est très, très riche et variée, les décors sont très, très différents. Donc pour tout ça, pour cette richesse-là, c'était pour moi une évidence. D'accord. Et donc toi, Chloé ? Alors moi, je rejoins aussi Fanny sur le fait que je suis partie pour booster un peu mon anglais. J'avais à l'époque 24 ans, je venais de finir ma licence et je devais, pour la valider, passer mon TOEFL. Et quand on m'a donné le bouquin du TOEFL et que j'ai vu qu'il y avait à peu près 800 pages, ça m'a un petit peu découragée. Je me suis dit, c'est parti, j'ai un an pour le passer, autant passer des super moments à l'étranger. J'avais envie justement d'allier à la fois la ville à taille humaine, parce que je suis parisienne, donc j'avais quand même envie d'une ville, mais qui pouvait allier aussi la nature. J'avais un immense besoin de liberté. J'écoutais déjà Janis Joplin. Oui, J'étais déjà Flower Power. Et donc, San Francisco est venu dans ma petite tête assez rapidement. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je connaissais déjà les États-Unis pour avoir fait un road trip sur la côte Est. Et je ne connaissais absolument pas la côte Ouest. Donc, je me suis dit, go. Je viens aussi du sud-ouest et c'est vrai que le climat aussi a une importance et pour pas subir un trop grand choc climatique, c'est vrai que la Californie, qui est quand même une destination plutôt soleil, avait aussi un bel argument à son arc. C'est super. Et alors du coup, j'essaye de mettre dans votre tête et de sonder un peu votre état d'esprit la première fois où vous arrivez à San Francisco. Est-ce que, donc vous m'avez déjà fait part un peu de l'image que vous aviez en arrivant. Est-ce que vous arriviez aussi avec par exemple une liste des choses à faire ? Vous vouliez absolument faire telle chose à San Francisco ou vous vous êtes dit, allez, on y va et puis on verra sur place ? Alors, Chloé ? Déjà cette philosophie-là, c'est-à-dire de ne rien prévoir et de voir sur place. D'accord. Voilà, je n'avais pas de to-do list, si ce n'est de rencontrer des gens et de les suivre. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait au jour le jour, les 6 mois où j'étais là-bas. Et les premiers jours de San Francisco, je me souviens surtout de mon premier, c'est-à-dire que j'ai
lâché, je suis arrivée en février, et j'ai lâché mon blouson, mon écharpe, et j'ai troqué ça avec des tongs et un débardeur. Pour février, pour moi, c'était quand même assez hallucinant. Et puis dans la rue où j'étais à O'Farrell, donc dans le centre de San Francisco, j'ai vu une voiture avec sur son capot, sur le toit, une planche de surf et des skis. Et je me suis dit, mais comment la personne peut mettre les deux? Est-ce qu'il est hésitant? Est-ce qu'il va faire les deux dans la même journée? Est-ce que voilà. Et donc c'était une de mes premières questions que j'ai posées quand je suis allée à l'école pour apprendre l'anglais et bosser mon TOEFL. C'était, mais est-ce qu'on peut faire les deux à San Francisco? Et alors du coup, le climat, c'est quoi à San Francisco? Bonne question. Le climat à San Francisco, il est doux. Ouais. Voilà, on pourrait dire qu'il y a à peu près 2 saisons. Il y a une saison plus ou moins sèche et une saison plus ou moins pluvieuse. Mais surtout, le climat, c'est un climat... on est à peu près au même niveau, on va dire, que le Maroc. D'accord, ok. Voilà, donc on se dirait, on est en Californie, il y a du soleil, il fait beau, on est effectivement en débardeur, etc. À San Francisco, c'est bien d'avoir des fleurs dans les cheveux, mais c'est cool d'avoir son pull. D'accord. San Francisco est une ville pleine de rebondissements et on peut très bien commencer sa journée, il est 9h du matin, on regarde dehors, on se dit qu'il fait gris, dommage, on prend un pull et puis finalement le jour se lève réellement en fin de matinée et là le grand soleil apparaît. Et puis on peut partir en short et en débardeur avec son vélo ou à pied se balader dans la ville. Et finalement, il peut y avoir une heure où il pleuvote un petit peu. Ouais. C'est vrai que San Francisco est dans une baie. Ça a son avantage parce que vous avez la nature à portée de main, mais en même temps, on construit une sorte de cuve et donc les nuages et l'humidité viennent s'engloutir un petit peu avant de repartir de l'autre côté du pont. D'accord, en fait, on a l'océan Pacifique qui est donc plutôt froid, un air frais, et puis avec les chaleurs qu'il y a dans la Californie, mais plutôt côté terre, ça fait effectivement tout un amalgame, et c'est pour ça qu'on a la brume à San Francisco. Et c'est Mark Twain qui disait que son plus dur hiver, c'était son été passé à San Francisco, quelque chose comme ça. Ça donne à peu près l'image du temps là-bas. Si on veut aller à San Francisco, c'est généralement pas l'été. On évite juillet-août. D'accord. Et on y va plutôt septembre-octobre. Est-ce que vous pouvez me raconter le premier contact que vous avez eu avec les locaux? Alors, Fanny, vas-y. Tout à fait. Mon premier contact avec les locaux était simplement à l'aéroport, puisque dans le cadre de mon programme international, j'ai commencé par une formation pour être fille au père à New York, et puis après j'ai pris mon avion, direction l'inconnu, atterrissage San Francisco à 12h30, et puis en fait vous parlez à peine la langue, vous connaissez personne, vous savez qu'on vous attend, qu'on vient vous récupérer, et finalement j'ai été prise par la main. Les Américains ont été vraiment chaleureux à San Francisco. On a l'habitude d'avoir plein de voyageurs et finalement ça a été une très belle approche et un petit soulagement quand j'ai rencontré ma famille d'accueil qui a été vraiment charmante et j'ai su à ce moment-là que l'année allait bien se passer. D'accord. Et ça s'est vérifié lorsque j'ai découvert San Francisco pour la première fois avec une des personnes de la famille d'accueil et puis seule, par moi-même. Voilà. Donc les gens sont quand même assez ouverts et très friendly, comme on dit aux États-Unis. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ça fait partie de l'identité de San Francisco, qui est une terre d'accueil et où les gens viennent d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs, vont et viennent. Donc voilà. Et alors justement, pour que l'on puisse vraiment s'imaginer la vie là-bas et puis se faire une image de San Francisco, est-ce que vous pouvez me décrire quand on arrive, le paysage, ça ressemble à quoi San Francisco? On a tous des images, mais à quoi ça ressemble? Écoute, pour te répondre, moi j'ai découvert la ville en 2 temps. La première, ça a été en voiture et j'ai contourné la ville. Donc c'était assez intéressant puisque j'ai commencé par traverser les ponts, le Bay Bridge, puis après le Golden Gate Bridge. Donc j'ai fait une boucle. Donc j'ai pu voir San Francisco d'en haut. C'était une très belle surprise. Déjà, il y avait un petit peu de brouillard sur le pont, donc il y a le dessus et puis l'en dessous. Et puis je me rends compte que finalement, il y a des gratte-ciels, mais ils ne sont pas nombreux. C'est une grande ville, bien sûr. Moi, je viens de province, si on peut dire ça, d'une petite ville à côté de Toulouse. Et c'est une grande ville, mais finalement à taille humaine, qu'on arrive à appréhender à un coup d'œil quand on est un petit peu en hauteur. Et c'est facile d'être en hauteur en San Francisco, d'avoir des points de vue.
Voilà, et ensuite, le lendemain, j'ai pris le train qu'on peut comparer au RER parisien de Coltrane, depuis Palo Alto pour aller à San Francisco. Et là, je suis arrivée à la gare, en plein cœur de la ville. Et là, je l'ai vu, la ville de l'intérieur. Et bah, finalement, je me suis sentie très vite comme à la maison. Et puis, c'était assez facile d'accès. Les villes américaines ont aussi suivent un schéma quadrillé, donc c'est plutôt intuitif. Et en fait, on peut aller d'un quartier à un autre, d'une ambiance à une autre en quelques minutes seulement. Et alors, est-ce que c'est des... En termes de paysage, Ouais, est-ce que c'est des grands buildings, par exemple? Nous, on a l'habitude de... Enfin, quand on pense ville américaine, on pense justement à la skyline, où on n'arrive pas à voir le ciel. Est-ce que c'est le cas en à fait, San il y a Francisco? un downtown, Ouais. un centre-ville où effectivement il y a tout le quartier financier, etc. où il y a de grands buildings avec, je sais pas, une trentaine d'étages. Ouais. Et après, le reste de la ville, globalement, c'est quand même des maisons victoriennes, colorées, à peine 2 étages, D'accord. 2-3 étages maximum. Donc c'est quand même assez Donc, c'est aéré quand même comme... très aéré, il y a quoi, 800, 900 000 maintenant, peut-être 900 000 habitants sur 120 et quelques mètres carrés. D'accord. Ça va, c'est totalement habitable. Et pour parler plus paysage, c'est quand même une ville qui a, je sais plus combien de collines, mais je crois qu'il y a un peu moins de 50 collines. Donc oui, des rues qui montent et qui descendent, on n'arrête pas d'en voir. C'est très vallonné. Est-ce qu'on les monte à pied en général ou on à utilise pied, à le vélo, en trolley, skate, là, en voiture, en bus, en cable car. cable car, c'est ça. L'expérience en bus est plutôt pas mal. C'est bien desservi. C'est très bien desservi. Puis quand on est au fond du bus et qu'on descend une pente assez franche, on peut se croire presque dans une attraction, dans un manège. Donc à tester et à pied, bien s'équiper de bonnes chaussures. Ouais. D'accord. En faisant le tour des clichés populaires, j'ai aussi vu que San Francisco était réputée comme une ville qui n'était pas forcément très propre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a frappé quand vous êtes arrivé à San Francisco? Je dirais que ça dépend les quartiers. Comme disait Fanny tout à l'heure, il y a des quartiers aux ambiances très différentes. D'accord. On peut passer d'un quartier très animé à un quartier plutôt calme et familial, où du coup ce sera un petit peu plus propre, à des quartiers, San Francisco étant une ville cosmopolite avec je ne sais combien de communautés étrangères, je dirais que chacun a sa manière de vivre aussi. Et donc il y a des trottoirs qui vont être un petit peu plus colorés que d'autres, avec des papiers par terre ou juste des poussettes, et tout sera propre. D'accord. Il y a un peu les deux. Okay. C'est vrai que après tout dépend ce qu'on peut mettre derrière ça. Après il y a des impressions de saleté et puis la saleté qui est réelle. Après les Américains quand même sont peut-être un peu plus propres à certains endroits. Maintenant il faut aussi prendre conscience que il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue à San Francisco. Les trottoirs sont leur lieu d'habitat. C'est une triste réalité. Et forcément tout l'étalage de leur quotidien, des objets, des ordures qu'ils ont emmagasinés dans un coin de rue, sur un trottoir, dans leur sac à dos, sont là, restent là, et ça peut donner cette impression de saleté. Voilà. Tu parlais de ta ton arrivée. Je suis arrivée effectivement du côté du Civic Center, qui n'est pas forcément le quartier que je conseillerais pour arriver, où on m'a dit là c'est une espèce de petite no-go zone, donc si tu prends pas de drogue, n'y va pas. Très bien. Je l'ai pas dit à ma mère quand je suis arrivée, c'est sûr. Je lui ai dit bien plus tard. mais oui, les homeless sont bien présents, en tout cas dans le centre-ville, et donc oui, ça peut être sale parfois à des endroits et très beau à d'autres. Après, la nature étant très présente à San Francisco, les gens et les Californiens ou même les San Franciscains sont quand même assez regardants aussi par rapport on n'a pas l'habitude, mais il y a des poubelles tous les 5 mètres. Ah oui, d'accord. Parce que pour préserver aussi la nature, on passe d'un eucalyptus à une grande forêt de séquoias, il y aura des poubelles partout. Ouais. Donc, San Francisco fait partie des villes les plus écologiques au monde. D'accord. Peut-être en tout cas aux États-Unis, sans trop m'avancer. Mais le tri sélectif, l'omniprésence des poubelles, effectivement, c'est quelque chose qui est inhérent à la ville. Et c'est vraiment une action qui perpétue à San Francisco. Donc voilà, ça fait partie des plans d'action écologique, de bien-être dans la ville. Vous avez toutes les deux vécu une année complète à San Francisco. Est-ce que l'ambiance et la dynamique de la ville, elles diffèrent selon les saisons?
Vous m'avez parlé un peu du climat tout à l'heure. Est-ce qu'on voit vraiment la différence entre un été à San Francisco et un hiver à San Francisco? Je dirais que oui. Notamment parce que la ville de San Francisco, du fait de ses communautés, est rythmée par je ne sais combien de festivals, de parades. En fait, il y a une communauté qui va fêter quelque chose juste, je sais pas, en janvier et il y a tous les San Franciscains qui vont débouler pour cette parade-là, alors qu'ils ne connaissent pas forcément le culte, ils ne connaissent pas forcément la religion ou le pourquoi, mais les San Franciscains ont un esprit assez enfantin et un esprit assez comment dire, de vivre ensemble, et donc ils vont à tout ça. Donc j'ai l'impression que la vie est rythmée aussi par toutes ces festivités. D'accord. Et finalement, du coup, moi, je suis d'accord avec toi, mais du coup, je vais contredire ce que vient de dire Chloé, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que parce qu'ils vivent au rythme des festivités, des événements, des populations implantées à San Francisco, finalement, c'est une ville qui est animée toute l'année, et il se passe des choses toute l'année, et le climat, bien que, peut-être qu'en hiver, on va mettre en plus un manteau et un bonnet, finalement, les journées sont rythmées de plutôt de la même manière. The way of life à San Francisco, ça va être le même toute l'année. Donc, oui et non. D'accord, donc justement, alors ça va être dur de répondre à ma prochaine question, mais c'est quoi la meilleure saison pour partir à San Francisco? Tu disais tout à l'heure un peu plus septembre. Septembre-octobre, je trouve que c'est un peu l'été à San Francisco. C'est là où on va retrouver un peu de chaleur, peu de pluie, peu de brouillard, etc. D'accord. Donc ce serait, à mon sens, la meilleure période. Pourquoi pas rajouter mai-juin aussi, oui. Les intersaisons, c'est toujours plus agréable. D'accord. Voilà. Ouais, puis mais en plus il y a la Bay to Breakers, c'est une course une course de 12 km qui va de Embarcadero à Ocean Beach. Donc en fait on traverse tout San Francisco. D'accord. Le but étant de démarrer déguisé. Donc il y a je sais pas combien de participants à cette course chaque année. Elle existe depuis 1912, 1915, enfin il y a vraiment très longtemps. Et tout le monde finit à poil dans l'eau. D'accord. Assez drôle. Mais ça, en tous les cas, ça a le mérite de montrer aussi ce côté complètement déluré, enfantin et assez décomplexé des habitants. De San Francisco. Oui, ça va bien San Francisco. C'est vrai que j'imagine ça bien San Francisco. Et en juin, si je ne me trompe pas, il y a la American Cup. Donc il y a les voiliers qui sont là, les bateaux, les compétitions, les courses à aller voir aussi, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a la plage à San Francisco, on n'y pense pas forcément, mais il y a North Beach, il y a plusieurs plages qui sont donc à l'ouest de la ville. Ça reste quand même l'océan Pacifique. On est dans le nord, il fait 10 degrés, nous sommes dans le nord de la Californie. On va pas forcément s'y baigner, donc ne pas forcément programmer son voyage ou ses vacances en pensant qu'on va pouvoir profiter de la plage en juillet-août. D'accord. Non. Ni en La réponse est non plus. Donc les Otariques aiment bien. C'est vrai. Les Syriens sont toujours au rendez-vous toute l'année. Je suppose que dans une ville comme San Francisco, même si c'est une ville qui est énorme et qui a énormément de choses à faire, comme vous venez d'en parler, parfois on a justement envie de prendre son temps et de profiter un peu de la slow life. Où est-ce qu'on va? Est-ce que vous avez une petite adresse, un petit endroit où vous aimez bien vous poser sur un banc? Je ne sais pas, j'imagine. Est-ce qu'il y avait un endroit que vous aimiez bien et où vous alliez quand vous vous ennuyiez à San Francisco? Alors moi, mon problème, c'est que je me suis jamais ennuyée. Alors je pourrais pas vraiment répondre à cette question-là. Où il n'y avait pas un endroit, par exemple un endroit où j'aimais venir régulièrement. etc. C'était du côté peut-être de Baker Beach. Où effectivement c'est une plage, une petite plage qui donne directement, alors pas sur la baie mais sur l'océan Pacifique, où il est très fréquent de voir des goélands, des baleines, voilà. Et c'était là que je me disais waouh, je suis quand même dans une grosse ville, et j'ai quand même toute la faune et la flore autour de moi, et j'en revenais pas. C'est ce qui me manque en fait à Paris, et c'est ce que j'ai trouvé à San Francisco. Donc j'allais souvent à Baker Beach, que ce soit par le bus ou par le vélo ou quoi que ce soit. Il y a un accès assez sympa. Rien que la balade pour aller jusqu'à Baker Beach est intéressante. Il y a des très belles villas, on sent que c'est assez riche à côté, on a des très belles vues. Et puis on retrouve, donc moi je suis aussi du sud-ouest, et on retrouve certaines senteurs en fait, des parfums des dunes
en allant justement à la plage par là-bas. Iode. Ouais. Et puis on voit, si on tourne un petit peu la tête sans se faire trop mal, on voit le Golden Gate pas très loin, donc c'est très joli. D'accord. Ouais, c'est super. C'est vrai que moi je me suis jamais venue à San Francisco. San Francisco, ça se visite, oui, sur 2 journées. Mais c'est surtout une ville dont il faut s'imprégner. Il y a tellement d'ambiance et de quartiers très différents, il faut flâner. En fait, il faut pas regarder l'heure et se balader. Et puis, il y a toujours des endroits, des restaurants, des lieux qui s'ouvrent, qui ferment, qui se renouvellent, qui se restaurent. Donc, on peut la redécouvrir à l'infini. Moi, je suis une vraie Française, j'aime avoir des points de vue partout où je vais, quand je randonne ou quand je visite une ville. Donc, c'est vrai que je vais être friande de rooftop, mais aussi de points de vue, quels qu'ils soient. J'ai 2 points de vue coup de cœur et des endroits où j'aime aller à chaque fois que je retourne à San Francisco, parce que j'ai l'opportunité d'y retourner à plusieurs reprises. Un point de vue accessible notamment en voiture, mais aussi en vélo et aussi pour les bons marcheurs, c'est Twin Peaks. En fait, qui a d'ailleurs donné nom à une série très connue, mais parmi les plus hautes vallées de la ville, il y a donc le quartier Twin Peaks, et là en fait tu surplombes toute la ville. Tu peux voir à la fois tous les quartiers de San Francisco. On voit toutes ces maisons victoriennes qui se suivent, on arrive à en cerner les couleurs, et tu peux voir au loin la skyline justement qui est plutôt raisonnablement grande. Tu peux voir la baie, tu peux voir tous les ponts, et tu arrives à apercevoir Berkeley, Oakland de l'autre côté. D'accord. Donc pour moi c'est le point de vue si on veut dominer la ville entre guillemets. J'adore m'y poser un instant en journée mais aussi la nuit. Si on veut voir la ville illuminée, c'est à ce moment-là. Pourquoi pas y aller pour les feux d'artifice l'été. Et enfin, le lieu où je me sens bien, je suis à la fois en immersion avec la nature et avec la ville, c'est Dolores Park. Dolores Park, c'est vraiment mon parc préféré à San Francisco, dans le quartier hispanique, donc dans Mission, pas très loin de Castro. En fait, ce parc, il est en pente. Donc, forcément, l'astuce, c'est d'aller tout en haut sur la butte, d'enlever ses chaussures, les pieds dans l'herbe, prendre un bouquin ou juste se poser avec un bubble tea, pourquoi pas. Et regarder au loin. Donc, en premier champ, on a d'abord les palmiers qui sont dans ce parc-là, qui est très familial. Et en fait, quand on lève le nez, on voit toute la skyline de San Francisco. Donc on profite à la fois d'être en pleine nature, d'être coupé peut-être du brouhaha de la ville, de la rue, et en même temps on peut la voir déjà de l'intérieur. Donc je trouve ça fascinant en fait. Okay, super. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Tu parlais d'adresse, du coup moi je rebondis et je me suis... une adresse si on s'ennuie, mais c'est difficile de se dire qu'on s'ennuie à San Francisco, mais en tous les cas où j'étais à chaque fois certaine de retrouver des gens, ou pas en fait, dans tous les cas de rencontrer des gens, c'était au Café Trieste, North Beach, voilà, qui était en fait, c'était pas notre quartier général, mais finalement voilà, si on avait envie d'un café, qu'on avait envie de boire quelque chose d'alcoolisé ou non, on savait qu'on allait là-bas, on allait trouver quelqu'un qu'on connaissait, un poète qu'on connaissait pas, un cubain qui allait nous dire, qui allait nous raconter sa vie de Cuba, un italien immigré ici, ou un touriste qui disait ah mais j'adore San Francisco. Voilà, à chaque fois il y a des gens tellement différents qui passent là que t'as l'impression de vivre 12 vies en même pas 20 minutes en prenant ton café. C'est exactement ça. Et puis ça swing, il y a plein de musiciens qui viennent avec leur guitare, il y a toujours de la vie, tout le temps. Tout le temps. Voilà, mais c'est Café Trieste, mais ça peut être, je crois, n'importe quel café. Vesuvio Café aussi. Vesuvio Café, qui a accueilli Jack Kerouac ou Jack London de Beat Generation. Donc pour aller juste se focus sur soi-même ou lire un livre, c'est pas mal aussi. Et alors du coup, je saute sur l'occasion pour vous demander vos bons plans et vos petites adresses initiées, surtout en termes de gastronomie. La découverte d'une ville, ça passe aussi par les papilles. Et donc du coup, je me tourne vers toi, Chloé, qui est un peu notre spécialiste en la matière. On va où pour manger bien à San Francisco ? Alors, San Francisco étant donc très cosmopolite, on va pouvoir manger à peu près la terre entière dans n'importe quelle rue à San Francisco. Ça va de la cuisine japonaise en passant par l'Honduras, le Vietnam,
On débarque dans une taqueria très tardive après un concert dans Mission ou aller manger effectivement, je sais pas moi, des barbecues ou chinois ou des barbecues avec des skaters à côté de je sais pas moi, de la baie. Très chouette ça. Oui, aussi à faire. Mais après, en termes plus de petites adresses, j'en ai quelques-unes. C'est mes coups de cœur de l'époque, mais après m'être rencardée là, avec les amis qui sont toujours sur place, apparemment c'est toujours en vogue et voilà, ça n'a pas bougé. Je dirais Burma Superstar. C'est un restaurant birman, donc on a quand même peu d'occasion d'aller manger birman à Paris, donc je vous conseille Burma Superstar, qui est sur Clement Street. Alors l'adresse exacte, je ne l'ai pas en tête, hein, je vois très bien la devanture. Qu'est-ce que je peux vous... Ah bah oui, forcément, un diner. Un diner pour aller manger, je sais pas moi, des petits œufs sunny side up le matin, même pas le matin, ça peut être l'après-midi également, avec des bons bacon croustillants. Ça, on peut le faire après être allé à Glyde Church. Pas du tout gastronomique, mais tellement culturel. Un bain de soleil en pleine tronche le matin, le dimanche matin, où tu vas en fait à une messe gospel en plein cœur de San Francisco. Il y a aussi bien des San Franciscains que des homeless, que ou des touristes. Il y a 2 services le dimanche et c'est vraiment quelque chose à faire. Mais voilà, même si on n'est pas du tout dans la religion, on sent le vivre ensemble, on sent l'envie de s'aider les uns les autres, de s'aimer beaucoup plus et que par l'amour on peut faire beaucoup de choses. Les tracas du quotidien sont là derrière nous et après c'est ce beau moment d'émotion, c'est le moment d'aller manger un petit bagel ou autre chose. Et dans l'esprit clairement moins boui-boui, il y avait eu un coup de cœur, j'avais adoré également, c'était Foreign Cinéma Foreign, quelque chose comme ça, à revérifier. C'est un ancien cinéma qui est donc à ciel ouvert, on peut donc manger dehors. Et alors c'est assez chic, on mange des huîtres, on boit du champagne, etc. Tout en regardant des vieux films. D'accord. Donc ça c'est assez atypique. Génial. Super. Voilà. Et pour manger une clam chowder, c'est une... Qu'est-ce que c'est une clam chowder ? C'est une soupe de palourde. D'accord. Dans un pain rond, plein de mie. Donc en fait on mange la soupe dans le pain rond et quand on a encore faim, on mange le pain. D'accord. Voilà. Et ça se mange du côté des Piers, du côté... Sherman Wharf. Ouais, on fait une Sherman Wharf. Voilà. Pour les petits budgets, après les coups, Ouais. une fois qu'on a dépensé ses économies dans les bulles de champagne et les huîtres, un incontournable pour les personnes qui seraient juste de passage et qui auraient beaucoup marché dans San Francisco, goûter quand même le burger californien, la chaîne californienne de fast-food, mais healthy food, donc très saine, In-N-Out, qui est implantée un petit peu partout en Californie. Je crois que d'ailleurs elle a un petit peu débordé de ces frontières-là. C'est tout dans l'ouest en fait. J'ai le goût. Ouais, j'ai le goût dans la bouche. J'ai faim quand je vous dis ça. Voilà, passons le sujet. J'aimerais qu'on parle de la place aussi de San Francisco aux États-Unis. Cette ville, elle tient une place particulière dans le cœur des Américains. D'après mes recherches et tous les témoignages que j'ai déjà eu la chance d'entendre à son sujet, San Francisco, c'est un peu la ville de tous les possibles. On a l'impression qu'on peut être qui on veut sans être jugé. Et est-ce que c'est vraiment le sentiment que vous partagez ? Quand vous me parlez comme ça de San Francisco, on a l'impression qu'effectivement il y a plein de communautés. Est-ce que c'est ce sentiment-là qui s'en dégage ? Oui, tout à fait. Je pense que Chloé, tu es d'accord avec moi. Complètement. Avant de développer, je pense qu'on a déjà soulevé plusieurs points déjà qui répondent un peu à ta question. Historiquement, ça a toujours été un peu la terre de tous les possibles. Une terre d'accueil. Quand même, San Francisco accueille la plus grosse communauté chinoise en dehors de la Chine. D'accord. La plus grande Chinatown des États-Unis, mais du monde d'ailleurs. Ça a été une terre d'accueil aussi pour ce qu'on appelle les marginaux, mais surtout simplement des personnes qui avaient des idées différentes, de sexualité peut-être différentes aussi. C'est là que s'est développé le mouvement hippie. Et puis les artistes,
les écrivains qui proposaient quelque chose de nouveau, on aimait s'y trouver pour composer. Les vétérans aussi, après-guerre, ayant trouvé leur temps d'accueil pour pouvoir faire leur poste, leur postoir. En fait, c'est une ville qui est depuis longtemps non conformiste. Exactement. Tu parlais de terre d'accueil, tu parlais de la ville de tous les possibles. C'est quand même, historiquement, c'est quand même là où les gens sont venus chercher de l'or. Donc oui, tout est possible, je dirais, et c'est encore le cas. On a la Silicon Valley qui est très connue pour aussi développer plein d'idées à droite à gauche. San Francisco, c'est une deuxième maison pour beaucoup de communautés qui arrivent, qui repartent, qui reviennent. Et moi le mot liberté, je l'ai utilisé à peu près 50 fois tous les mois, parce que c'était vraiment cette sensation-là que j'avais tous les matins en me levant. La possibilité de errer, de rencontrer, de tester. Je ne savais pas ce que j'allais faire après mes études. Je me suis dit, tiens, je vais rester. Oui, c'est possible de rester aussi. Tout est vraiment ouvert. Et dès l'instant où on a un peu la niaque des idées, c'est envisageable. Tout est possible. On ne se regarde pas, on va au-delà de tes habits, etc. Ça, c'est sûr. D'accord. Il y a le sentiment de liberté et de tolérance qui est inhérente à la ville, où donc, comme je disais, beaucoup de personnes y ont trouvé refuge et aujourd'hui une maison. Et puis même des personnes, les sans-abri, des personnes qui ont été mutilées après la guerre, ou des personnes qui ont les moyens, des personnes qui n'ont pas accès aux soins aussi, ça c'est une réalité américaine, vivent dans les rues de San Francisco parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de jugement. Alors ça peut être surprenant effectivement quand on arrive à San Francisco de voir ces personnes dans la rue, qui sont quand même nombreuses, mais une fois qu'on a compris que ces personnes, elles sont là par choix ou non, et qu'elles ne sont pas dangereuses, parce que souvent on fait beaucoup d'amalgame là-dessus, finalement on arrive à vivre ensemble, et puis on passe outre, et chacun vit sa vie. Donc vraiment San Francisco, c'est une ville où il faut y aller sans a priori, et comprendre ici que c'est une terre d'expression, et on vit ensemble. D'accord. Et du coup, tu parlais du mouvement hippie. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui du mouvement hippie quand on se balade dans les rues ? Toute la contre-culture jusqu'à il y a quelques temps. Je pense que là, je venais de dire que c'était non conformiste. J'ai l'impression quand même, pour les dernières fois où je suis allée à San Francisco, qu'il y a une uniformisation de la ville, malheureusement. Qu'on s'habille un peu tous pareil quand même, etc. Bien que San Francisco, il y a toujours des atypiques, il y a toujours des marginaux, et on les aime. Et on les adore, et c'est pour ça qu'on apprécie San Francisco. Mais je dirais que ça se déplace un petit peu. Là où il y a quelques années, Oakland valait mieux pas mettre les pieds, j'ai l'impression que Oakland devient de plus en plus, avec le San Francisco style et l'esprit de là-bas, avec encore des choses possibles, en marge, il y a quelque chose qui se déplace en tout cas. Il y a le quartier de Haight-Ashbury, dans le cœur de San Francisco, à côté de Castro, qui se définit comme être le quartier hippie. Donc là, en plus des maisons colorées, il y a le street art, des graffitis avec le motif de Peace and Love, Flower Power, qu'on retrouve sur les vitrines de magasins. Des magasins avec des tenues avec des tops à franges, des jeans pattes d'éléphant, beaucoup de friperies. Donc si on est amateur de shopping, ne pas hésiter à aller dans ce quartier-là. Et moi aussi j'aime beaucoup m'y balader parce que ça concerne quelques rues trip-hop, et on peut aussi acheter des disques, des vinyles. Donc aujourd'hui ça se matérialise un petit peu comme ça, la tendance hippie à ce jour, qui peut rejoindre aussi, qui se confond, comme le disait Chloé, avec la tendance et la génération hipster, bobo, qui se déplace jusqu'à Oakland et Berkeley également. D'accord, ok. Et l'esprit hippie, on le retrouve également dans tous les festivals qu'il y a l'été ou pas l'été. On l'a, ça sent bon. Le patchouli. On va dire ça comme ça. Exactement, ça sent bon le patchouli. L'année dernière, c'était une année anniversaire à San Francisco. Il y a eu The Summer of Love,
une énorme communication dans la ville et à travers le monde, des expositions sur le thème des années hippies, les années 70 et toutes les collections de musées, pas mal de collections temporaires justement au musée de Young Museum qui a été en place. Donc c'est un événement auquel j'ai aimé assister, du coup c'est l'été dernier. Alors là, je change complètement de sujet. San Francisco, c'est aussi la Silicon Valley, lieu de villégiature des GAFA comme Google, Facebook ou Airbnb. Et il y a certaines startups qui sont même françaises. Est-ce que vous y avez déjà été en tant que visiteur et à quoi ça ressemble ? Je me permets de prendre la parole puisque j'habite à Palo Alto, qui est quand même le cœur de la Silicon Valley. J'ai eu l'occasion de prendre quelques cours à l'université de Stanford où on étudiait, où on était de passage, notamment Mark Zuckerberg entre autres. En fait, 2 rues plus loin de chez moi se trouvait la maison de Steve Jobs. Donc aujourd'hui, il n'est plus, mais sa famille y vit encore et ouvre d'ailleurs ses portes pour Halloween. Donc ça, c'est la petite parenthèse funky. Et puis de rue un petit peu plus loin, un des fondateurs de Google, que je ne nommerai pas, résidait également. Palo Alto, c'est à 5 km de Menlo Park où se trouvent les locaux de Facebook. Donc on n'y a pas accès en tant que visiteur. On peut bien sûr faire un petit selfie ou une photo avec le logo Facebook et le pouce à l'air. Après j'ai eu l'opportunité de visiter les logos Facebook puisque je connaissais une personne qui travaillait pour l'entreprise. C'est un autre monde, c'est une ville dans la ville, hein. C'est un univers qui est assez curieux et à la fois extraordinaire, au sens littéraire du mot. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus trop permis, mais à Mountain View où il y a les locaux de Google et donc de YouTube également, en fait il y a les vélos Google qui sont à disposition pour les employés qui n'ont pas de cadenas, qui n'ont pas de lieu de parking, mais ils sont libres d'accès en le laissant de côté, comme aujourd'hui certaines de compagnies de Vélib à Paris. Et en fait, ces vélos colorés, à l'image de Google, peuvent être empruntés. Et on peut circuler sur le site de Google. Donc ça, c'était assez chouette. J'en parle pas trop parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle a été un peu plus cadrée. Mais c'est assez extraordinaire de se dire que ces entreprises sont juste là, à côté de nous, et pourtant, elles font partie de nos quotidiens et partout dans le monde. Mais c'est vrai que j'étais vraiment en plein dedans. Et en fait, cette mentalité... Silicon Valley, cette mentalité technologie, start-up, elle est omniprésente presque dans tous les foyers, j'ai un petit peu l'impression. Surtout Palo Alto où j'ai résidé. Et beaucoup de personnes de tout âge vont à l'école et développent des projets high-tech à côté, où un médecin va développer une application pour faire avancer la médecine. En fait, tout est lié à chaque fois et c'est vraiment ancré. C'est presque un état d'esprit, quoi. Un état d'esprit et un mode de vie, en fait, voilà. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, pourquoi est-ce que tout le monde devrait au moins visiter San Francisco une fois dans sa vie ? Je pense qu'on a tous des images de San Francisco, on voit son pont rouge, ses rues vallonnées. Il est orange. Ah, ça c'est la grande question. C'est une perception rouge-orangé. Je pense qu'on a tous des images de San Francisco, mais comme pour tout, il faut aller vérifier ses a priori. Et voilà, je pense qu'il faut y aller. C'est peut-être le meilleur compromis entre ce qu'on connaît chez nous, en France, en Europe, et puis ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Justement, je rebondis sur les clichés, je dirais plutôt qu'on a effectivement plein d'images de San Francisco, mais le but d'aller à San Francisco, c'est de casser toutes ces images et d'en trouver plein d'autres et de faire son pêle-mêle, son petit carnet pêle-mêle de San Francisco à soi. Si on veut faire le tour du monde et qu'on n'a pas beaucoup de budget, prendre un aller-retour pour aller à San Francisco et faire le tour de ses quartiers, c'est plutôt un bon plan. Super, voilà, c'est une belle conclusion. Je vous remercie vraiment de vous être prêté au jeu du podcast et puis à bientôt pour de nouvelles aventures quelque part sur la planète. Merci Emma. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter notre tout nouveau podcast Raconte-moi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, votre avis, vos suggestions ou vos envies juste en dessous. En attendant le prochain épisode, rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. Et si Chloé et Fanny vous ont donné envie de visiter San Francisco et sa région, nos conseillers de voyage locaux vous attendent sur bynative.com. À très vite!